Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78 dans l'actualité de ce jeudi 9 octobre 2014. La journée mondiale du handicap. À cette occasion, nous verrons le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées avec le directeur adjoint de l'antenne des Yvelines, Philippe Quentin. Comment fonctionne ce service public qui s'adresse aux quelques 12 millions de Français porteurs d'un handicap ? Le département des Yvelines, premier département équestre en termes de licenciés, ce qui n'empêche pas le Conseil général de se séparer du haras des Brévières. Les explications à suivre tout à l'heure. Et puis les dialogues au jardin permettent depuis 3 ans de promouvoir l'excellence du métier de paysagiste. Le temps d'un week-end d'octobre, les entreprises labellisées exposent leur savoir-faire. Nous irons voir le travail de l'une d'entre elles à Manille-les-Hameaux. À Saint-Cyr-l'École, hier soir, les élus du conseil municipal devaient une nouvelle fois délibérer sur le montant des indemnités qui leur sont versées. Le précédent vote du 22 avril n'a en effet pas passé le contrôle de légalité de la préfecture. L'enveloppe globale avoisinait les 16 000 euros pour un maximum légal de 12 000 euros. Et la répartition était aussi erronée. L'opposition socialiste qui évoque une incompétence de la ville. Le maire UMP évoque une erreur de lecture des textes par le service des ressources humaines. Des images à présent de Manille-les-Hameaux où se déroulait aujourd'hui la journée de défense et de citoyenneté pour les jeunes de 17 à 18 ans. Une journée obligatoire sur convocation du ministère de la Défense, au programme présentation des différents corps armés, mais aussi dépôt de gerbes et minutes de silence. Un certificat indispensable pour leur avenir a aussi été délivré à chacun d'entre eux. Les jeunes doivent se faire recenser normalement entre 16 ans et 3 mois. Ils le font pour certains d'entre eux un peu plus tard. Et pour passer un diplôme d'État, pour passer le permis de conduire, pour être recrutés dans les armées éventuellement, ils doivent avoir leur certificat de participation à la JDC. Aujourd'hui, ce qui leur a été présenté, ce sont différents modules sur la défense. Donc les enjeux du monde d'aujourd'hui, pourquoi une défense et quel rôle chaque citoyen peut jouer dans ce cadre. Pour moi, oui, c'est important et c'est même important, pas que pour le militaire, mais pour moi personnellement, c'est important pour tout le monde en fait. Même si c'est pas dans mon projet, dans mon intérêt principal, mais j'y ai pensé, peut-être faire une petite carrière militaire ou peut-être devenir militaire réserviste. Le seul haras national d'Île-de-France est donc en vente, une décision du Conseil général qui peut surprendre lorsque l'on sait que les Yvelines comptent le plus grand nombre de licenciés d'équitation en France. Le reportage de Yolène Torres. Le haras national des Brévières est à vendre. Le Conseil général des Yvelines, propriétaire de ce terrain de plus de 40 hectares, ne souhaite plus le conserver. Pour le président du comité régional d'équitation d'Île-de-France, c'est la stupéfaction. La surprise, elle est totale parce qu'il n'est pas question pour nous d'ailleurs de quitter. On va faire en sorte de convaincre Pierre Bédier que ce serait une erreur. La raison évoquée par Pierre Bédier, président du Conseil général, des contraintes budgétaires trop importantes et des priorités qui sont ailleurs. Une décision ferme qui remet en question la création d'un parc équestre national. Un projet pour lequel les élus du département avaient voté une subvention de 400 000 euros il y a un an. En 2006, Pierre Bédier avait même impulsé la mission cheval avant de faire machine arrière cette année. C'est à contrario de la politique qui avait été engagée il y a 7 ans. Donc on a travaillé pour justement faire de ce site la maison du cheval regroupant toutes les composantes de la filière cheval. C'est-à-dire l'élevage, c'est-à-dire la commercialisation, etc., la formation. Les 15 fonctionnaires que compte le haras national espèrent voir le futur parc équestre aboutir, mais pour le moment, l'heure est à l'incertitude. On est dans l'attente. Voilà, on a envie qu'on ait une position claire, on a envie de voir parce que pour continuer et pour avancer et faire des actions dans le futur, il faut qu'on sache où on va. Et là, on aimerait avoir une position claire et savoir qu'est-ce qu'on va devenir et ce qu'on va faire plus tard. Le terrain aurait été estimé à plus de 2 millions d'euros. Parmi les éventuels repreneurs, le président du comité régional. J'ai eu une proposition, mais là je suis dans une phase de négociation. Je pense aboutir de façon raisonnable. Voilà, ouais. D'accord, et c'est prévu pour quand Le plus vite possible. Le Conseil général des Yvelines, de son côté, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le département des Yvelines reste le plus cavalier de France avec 159 centres équestres et 20 000 licenciés.
Nous passons à l'entretien de ce journal. Je reçois aujourd'hui Philippe Quentin, bonsoir, directeur adjoint de la Maison départementale des personnes handicapées dans les Yvelines. Vous êtes installé sur Versailles. Aujourd'hui, journée mondiale du handicap qui précède la journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre. 2 dates dans l'année pour sensibiliser, pour informer. Quelques chiffres clés pour débuter. 12 millions de Français porteurs d'un handicap, 5 millions qui se déclarent en situation de handicap. Il existe pour les accueillir 100 maisons départementales comme la vôtre. Quel est votre rôle, plus précisément le rôle des MDPH donc? Si vous me permettez une toute petite mise en perspective historique, 20e siècle, logique de réparation, mutilé du travail, mutilé de guerre. Milieu du 20e siècle, logique de réadaptation, centrée, très médicalement centrée, autour des phénomènes tuberculose, poliomyélite. Et fin du 20e siècle, évolution sociale, sociétale forte, logique de compensation. 2005, la loi du 11 février 2005, portée par le président de la République de l'époque, M. Chirac, avec une réelle volonté de réformer la politique du handicap. Loi de 2005. Donc, loi pour l'égalité des droits et des chances. De la participation et de la citoyenneté. Marquée par 2 piliers très forts, la compensation et l'accessibilité. Pour ce faire, une mise en œuvre départementale au plus près de la population, 100 maisons départementales. Et pour rectifier un tout petit peu votre propos, une particularité dans les Yvelines, une volonté d'accentuer encore plus fort cette logique de proximité. La MDPH, c'est 9 guichets de proximité. Il y a une maison départementale, il y a plusieurs guichets, vous C'est l'avez dit. la maison départementale se décline sur 9 sites, avec les mêmes obligations pour chacun de ces sites, qui sont confiés à des opérateurs privés ou publics, des associations ou des établissements de soins. Alors voilà pour la mise en perspective, le petit rappel historique qui est important pour bien comprendre votre fonctionnement. Mais j'en reviens à ma question, le rôle au quotidien, ça consiste en quoi, ces MDPH ? Je reviens sur la logique de compensation qui est une des missions fortes de la MDPH, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap, et la terminologie n'est pas neutre, je ne vous dis pas personne handicapée, c'est-à-dire permettre d'accéder à tout et à tous, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de loisirs. Pour ce faire, plusieurs dispositifs qui sont à la charge de la MDPH. Pour une partie, ceux qui étaient confiés antérieurement à ceux qui s'en souviennent, ce qu'était la CDES ou la Cotorep, qui étaient dans une logique de prestation. Et là, on est vraiment dans une logique de compensation où on considère les personnes en situation de handicap comme des citoyens qui doivent pouvoir participer à la vie sociale dans toutes ses dimensions. Ça veut dire aujourd'hui près de 160 personnes qui sont au service de cette population et qui exercent pleinement la mission de service public qui est la nôtre. Mission de service public, ça veut dire permettre aux personnes d'accéder aussi bien à un établissement scolaire qu'à des prestations ou à un établissement en fonction de leurs difficultés. 2005, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la loi qui met en place, qui évoque les grands principes, mais qui met aussi en place vos différentes structures. Après presque une dizaine d'années de fonctionnement, aujourd'hui, elles sont opérationnelles, ces maisons départementales. Elles fonctionnent bien, il y a encore des avancées à obtenir. Dans le rapport annuel pour 2013, vous déplorez aussi peut-être un poids pas totalement suffisant. En tout cas, c'est en route, mais il y a encore des choses à faire. Notre logique de travail, ce n'est pas une logique de plainte. On est confronté à des situations et des personnes qui sont en désarroi, en difficulté. On fait avec ce qu'on a. Mais avec ce que vous avez, vous arrivez à répondre à tout ce qu'on vous demande aussi. C'est ça la question. C'est le but. C'est une obligation de résultat permanente. Ça nécessite des évolutions, des adaptations. L'évolution de la MDPH depuis 2006, date de sa création, est constante. Et elle n'est pas envisageable et réalisable sans un appui fort de notre collectivité, du Conseil général, qui participe à hauteur de 40% des moyens humains qui sont mis en œuvre par la MDPH. Alors,
Maintenant, sur la technique et les moyens dont on dispose et comment on en dispose. Je vous parlais de compensation. Compensation, ça veut dire qu'il faut évaluer les besoins des personnes au plus près de leur réalité. Ça veut dire que dans nos 9 points d'entrée confiés à des associations ou à un établissement de soins, nous avons des équipes pluridisciplinaires qui procèdent à l'accueil, à l'information et à l'évaluation des besoins des personnes. Ça, c'est pour votre mode de fonctionnement, on l'a bien compris, mais j'en reviens tout de même à ma question, parce que je voudrais quand même savoir si vous êtes satisfait des résultats que vous obtenez. Est-ce que vous manquez encore de moyens? C'est l'Association des paralysés de France, il y a encore assez peu de temps, c'était au mois de septembre, qui s'inquiétait du manque de moyens, des demandes en constante évolution. Vous l'avez rappelé, c'est 60 000 cas en 2013, 60 000 décisions juste en ce qui vous concerne pour le département des Yvelines. C'est 2 fois plus qu'en 2008. Est-ce que les moyens aussi ont progressé 2 fois plus? 2008, date importante, crise mondiale, qui affecte désormais tous les financeurs publics. Donc la logique n'est pas de se plaindre, mais bien de faire... Ça, on l'a bien entendu, on vous a bien entendu sur ça. J'insiste beaucoup, parce que de toute façon, les personnes auprès de qui on est en devoir d'intervenir n'ont que faire de nos atermoiements sur la plainte, sur les moyens. Ça ne fait pas progresser et ça ne fait pas avancer le traitement des situations. On a des objectifs qui nous sont fixés à la fin par la loi et par les financeurs. À partir de là, il faut remplir ces objectifs et s'en donner les moyens. Mais quand l'APF évoque des dysfonctionnements qui seraient nombreux en raison des manques de moyens, c'est une réalité? Les associations sont habilitées à exprimer leur inquiétude. Mais pas vous. C'est pour ça que vous ne nous le direz pas ce soir. Voilà. Mais vous n'en pensez pas moins, c'est ce qu'on va lire entre les lignes alors. Je vous laisse libre de vos propos, mais c'est absolument pas ce que je laisse sous-entendre. En tout cas, pour l'avenir, il y a eu un vote récemment à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. Vos établissements qui pourraient être amenés à devenir des MDA, des maisons de l'autonomie qui vont regrouper toutes les sphères de la dépendance. Est-ce que ce serait une bonne chose ou est-ce que ça fait partie d'une inquiétude, même si vous n'êtes pas là, on l'a bien compris, pour vous plaindre? Ne croyez pas que je ne veux pas répondre à votre question. Mais la particularité de notre collectivité est toujours d'anticiper l'avenir. La MDA, on y réfléchit sérieusement, conjointement, direction de l'autonomie, maison départementale des personnes handicapées, qui a l'avantage d'être placée sous la même autorité administrative de son directeur, qui est directeur des 2 structures. Et à partir de là, l'idée n'est plus d'inscrire la MDA dans l'avenir immédiat, mais de repenser toute l'action sociale au niveau de la collectivité. Et au même titre qu'aujourd'hui, les points d'entrée de la MDPH sur le territoire sont les mêmes, s'inscrivent dans le même découpage géographique que toute l'action sociale du département. Demain, si le Conseil général décide de revisiter la répartition de ces espaces sur la base des communautés d'agglo, la MDPH s'inscrira dans cette nouvelle perspective géographique et de répartition des compétences. La MDA, c'est un enjeu fort parce que, d'une part, elle va répondre à un des objectifs initiaux de la loi de 2005, qui était de servir tous les âges de la vie. Aujourd'hui, il y a des distinctions qui s'opèrent à partir de l'âge de 60 ans, même si la loi avait prévu en son temps que cette distinction devait disparaître. Une dernière question, parce qu'on est malgré tout pris par le temps. Parler de la structure en elle-même, j'aimerais juste avoir votre sentiment ou peut-être aussi des exemples concrets. Est-ce que la situation pour les personnes en situation de handicap s'est améliorée depuis 2005, depuis la création de vos structures? Sincèrement, oui. Oui, je le pense. C'est une grande œuvre de solidarité nationale, avec des financements qui ne seraient peut-être pas à la hauteur de ce que les associations espèrent, mais c'est une vraie reconnaissance du besoin de compensation, d'inscrire les personnes handicapées dans un tissu social. Et à partir de là, oui, nous sommes en capacité de répondre aux besoins avec les moyens dont on dispose. Merci d'être venu ce soir sur le plateau parler donc des MDPH et maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. 9 antennes à travers tout le département, même si c'est centralisé sur Versailles, mais le même accueil est réservé sur l'ensemble du département yvelinois. C'est l'une des spécificités dans notre département. Merci à vous. Nous reprenons le cours de ce journal du 9 octobre. On estime entre 5 à 10% les jeunes de 16 à 25 ans qui seraient sans formation. Un chiffre difficile à apprécier malgré tout, mais un forum SOS rentrée était proposé mardi soir par Yvelines Information Jeunesse à Versailles. 55 jeunes qui ont été accueillis. Le reportage de Catherine Zulato.
Sofiane a 19 ans et veut entreprendre une formation de commerce en alternance mais peine à trouver un employeur. Hier à Versailles, l'opération SOS Rentrée organisée par l'association Yvelines Information Jeunesse était destinée à des jeunes de 16 à 25 ans dans sa situation. J'ai fait une première année de BTS MEC en initiale, ça m'a franchement pas plu, donc j'ai décidé de le faire en alternance, donc j'ai réussi à trouver une école, etc. Et en fait c'est juste l'employeur qui bloque. C'est l'employeur en fait à la fin qui pose problème. Le jeune qui recherche un employeur, on va essayer de l'aider. Donc là on a commencé un peu à regarder avec lui son CV et sa lettre de motivation. Et puis on lui a donné un rendez-vous pour essayer de voir avec lui comment il allait réorganiser peut-être sa recherche d'emploi. 9 partenaires étaient présents pour apporter des solutions aux jeunes, car ici chaque profil est différent. Le SOS Rentrée est plutôt dédié à la formation, même si on a élargi au niveau de l'emploi. Certains, d'ores et déjà, nous disent je suis rentré à l'école, mais ça va pas, ça me plaît pas. Donc, au bout de presque un mois, à peine un mois, ils savent déjà qu'ils vont devoir changer de filière. Donc là, on peut réfléchir avec eux et voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à eux. C'est un combat depuis quelques années. On nous parle du décrochage scolaire. Il y a trop de jeunes qui restent sans solution. L'objectif, combattre le décrochage en épaulant les jeunes dans leur recherche d'emploi, de stage ou de formation. Pour cette journée, l'association a reçu 55 jeunes. Dans les Yvelines, selon le CIO, 5 à 10% des 16-25 ans seraient dans cette situation. Un tout autre sujet à présent, la saison de la chasse a commencé dans les Yvelines depuis un mois, une activité pratiquée par une population de passionnés de plus en plus vieillissante. Mais nous avons rencontré Kevin Leguebois, 24 ans, qui tente de rajeunir la chasse en Île-de-France. Nous l'avons suivi avec sa famille lors d'un week-end. Claire Cambier. 8h30 dimanche à Jumeauville. Quand on est chasseur, pas de grasse matinée le week-end car c'est à l'aube que l'on réalise les plus belles prises. À seulement 24 ans, Kevin entame sa 6e saison de chasse. Aujourd'hui, il traque le petit gibier. Regarde, il y a quelque chose là. Caché dans le champ de maïs, des perdreaux que son chien pousse vers la sortie. Vénus file chercher le volatile abattu. Allez. Allez, coule-le. Chien et chasseur forment de véritables duos. C'est le travail du chien là. Si on n'a pas le chien, voir les arrêts, voir la réaction. Le chien, on le connaît par cœur. Dès qu'il sent bon, allez. Mais le flair de Vénus ne suffira pas. Ce matin, impossible de retrouver le perdreau. Allez. La semaine, Kevin est jardinier à Trappes. La chasse est son passe-temps favori, sa passion. C'est son oncle qui lui a tout appris. S'il a décidé de prendre la tête de l'association des jeunes chasseurs, c'est pour faire perdurer cette tradition. En Île-de-France, seuls 10% des chasseurs ont moins de 30 ans. Les jeunes chasseurs, on est un peu l'avenir de la chasse. La chasse, c'est quand même une belle tradition. Les rois chassés, ça fait des lustres qu'on chasse. Donc c'est comme tout, hein. C'est un patrimoine à préserver. Et si on ne le préserve pas, nous, jeunes chasseurs, dans quelques temps, la chasse sera comment dire, on embauchera des fonctionnaires pour aller chasser, quoi, quand il y aura trop de sangliers, trop de cerfs. Car pour Kevin, la chasse est aussi un moyen de réguler les populations et donc de préserver la biodiversité. Le nombre d'animaux abattus est d'ailleurs très réglementé. François était plus chanceux, il a prélevé son lièvre, comme on dit dans le jargon. Son 2e de la saison, le quota est atteint pour cette année, il n'a plus le droit d'en tuer ici. Aujourd'hui, c'est une sortie en famille. Thomas, le beau-frère de Kevin, chasse depuis 13 ans. Une passion qu'il dit innée, son fusil lui a été légué par son grand-père. Ce qui me plaît dans la chasse, c'est la convivialité. Hein, c'est de voir des animaux, des animaux lâchés comme on peut voir dans certains reportages et dans certaines chasses, ça ne me plaît pas du tout. Je préfère voir beaucoup moins de gibier, voir une perdrix comme on peut avoir eu l'exemple là ce matin. Ça, c'est du gibier sauvage. Tous deux connaissent toutes les espèces des environs. La faune et la flore n'ont plus de secret pour eux. Ils sont là. Attention, il y en a une là. Coup gagnant pour Kevin qui ne repartira finalement pas bredouille. Donc il y avait une petite compagnie de perdreaux, j'ai réussi à en décrocher. Hein. T'as vu, ouais. On va faire le côté. Bon, on a couru un peu, mais ça a valu la peine. Une fois la saison finie, ils passeront leur week-end à préparer les terrains, les nettoyer pour favoriser la reproduction du gibier. C'est aussi ça, être chasseur.
Dialogue au jardin, c'est le nom de l'opération menée depuis 3 ans à travers la France pour promouvoir le métier de paysagiste. L'entreprise Les Jardins de la Vallée, qui est implantée à Magny-les-Hameaux, a participé à ce rendez-vous annuel du week-end dernier avec des portes ouvertes interactives. Vous allez le voir. Bienvenue dans le jardin de la relaxation, un jardin conçu autour d'un bassin d'eau par des étudiants du chef du Tremblay-sur-Mauldre. Ici, tout n'est qu'apaisement de l'esprit. On a voulu mettre en œuvre tout ça pour que ça soit un espace détente. Tout le monde, que toutes les personnes qui viennent puissent partir du projet en étant relaxés, tendus et déstressés, quoi. Quand on arrive, on entend le bruit de l'eau, une sorte de cascade. On appelle ça une lame d'eau. Après, il y a le dallage. C'est l'élément aussi important parce que c'est des grosses dalles et c'est ce qui marque aussi, ce qui fait ressortir le bassin. Les dalles grises, ça fait ressortir le bassin qui est noir. Un peu plus loin, c'est un autre jardin conçu par l'école Técoma de Jouy en Josas. Le travail est là plus technique. Des dalles de 200 kg posées sur des chevrons, cela demande un certain savoir-faire. J'adore être dehors et la création aussi, pouvoir imaginer des chantiers, des jardins. Moi, ce que je préfère, c'est la maçonnerie aussi. C'est beaucoup plus de la précision et de l'attention, donc c'est ça que je préfère. Ils ont tout fait de A à Z. Alors le choix des matériaux a été fait en collaboration avec les élèves dans un premier temps. Ils ont choisi l'emplacement, ils sont venus faire une visite de repérage. Après, ils nous ont proposé la conception de leur jardin qui a été supervisée par notre bureau d'études quand même. Ces jardins éphémères étaient notés à la fois par des professionnels et par le public. Le but, montrer les tendances des jardins de demain. Un jardin à la fois lieu d'éveil, de sérénité, mais aussi de découverte et d'audace. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le jardin récompensé s'appelle l'exploration des sens. Il a été conçu par les élèves de l'école Saint-Nicolas d'Igny. En tout, 15 étudiants ont participé à ce concours. Musique pour terminer ce journal, c'est au travers de 4 résidences artistiques, dont l'une à la batterie à Guyancourt, que Louis Caratini peaufine son projet intitulé Pour la bonne cause. Ce spectacle original de chansons françaises sera présenté au public à l'aube 2015. Le reportage Aurélia Debussy et les images de William L. Les cieux sont toujours bleus, seuls des nuages envahissent nos yeux. Le gris, c'est un miroir qui ternit un reflet déformant. Si à l'ombre du soir le ciel bleu vire au noir, c'est pour mieux voir le firmament. Moi là-bas j'étais plutôt comédien de formation et musicien aussi, j'avais un peu les deux. Et puis un jour je me dis tiens, faire les deux en même temps, faire de la chanson ça m'intéresse, quand j'ai commencé à écrire. Ça c'était il y a environ 3-4 ans où j'ai commencé vraiment à faire un projet solo. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une production, enfin une sorte de compagnie musique actuelle, Luluprod, qui a un fonctionnement intéressant en fait, c'est qu'ils travaillent comme des compagnies de théâtre. C'est-à-dire qu'on a des résidences, on a un mois de résidence dans un endroit, ici donc cette semaine ici, une semaine de résidence à Guyancourt, avec justement des temps dédiés, donc ici le son. Et donc avec Luluprod, c'est à partir de là on s'est dit tiens on va créer vraiment un spectacle complet, total, c'est pas juste un tour de chant. On essaie de casser les espaces aussi pour faire vraiment utiliser des outils de théâtre, utiliser des outils de musique aussi évidemment, mais pour sortir d'un concert de chansons françaises traditionnelles, mais avoir des espaces différents, puis raconter des histoires. Je ne serai plus sur le ciel, et s'il pleut ou s'il grêle, je n'écouterai plus. J'essaie toujours de glisser une petite part de philosophie dans les chansons, sans faire non plus de la morale, c'est pas bien ou mal, c'est juste subjectif, c'est mon point de vue sur un petit quelque chose. C'est toujours mettre du fond et trouver des formes innovantes. Chaque jour tu donnes, bien que ça coûte aux habitants du macadam, car ce sont les seuls qui t'écoutent, petite madame. J'essaie d'avoir une exigence musicale, textuelle partout, et en même temps, j'ai toujours un lien très fort avec le public sur scène, parce que je suis comédien et l'interaction avec le public, c'est la première chose. Donc j'essaie d'avoir quelque chose de très exigeant derrière, musicalement, textuellement, mais en même temps de donner ça d'une manière extrêmement simple. C'est ça. Et puis de la générosité. Je pense qu'il faut juste tout donner et travailler comme des malades. Voilà, en gros, c'est ça. Pour la bonne cause, c'est simple, c'est tout ce qu'on donne gratuitement. En fait. C'est là où je parle de générosité, c'est-à-dire peu importe ce qu'on reçoit, il faut le donner. Et pour la bonne cause, on se bat un peu parce qu'on se bat pour des idéaux.
artistique, politique. Et on le fait toujours pour la bonne cause. Et dans ce titre, il y a à la fois, l'engagement et en même temps l'humour dessus, de se dire en même temps, on sait très bien qu'on fait ça pour la bonne cause, parce que est-ce que nos engagements sont vraiment aboutis et seront vraiment réalisés? On ne le sait jamais en fait. La vie parfois nous impose des choses, mais c'est voilà, juste une grande générosité. Je sais pas, il y a des gens qui me disent c'est de la chanson française jazzy, j'ai des gens qui font ah tu fais de la chanson française rock, et d'autres qui font ah j'ai bien aimé ta chanson française latin. Ouais, et puis il y a des gens qui font non, c'est pas de la chanson française, c'est de la poésie en mouvement. Enfin c'est de la com, c'est du marketing. Après je suis d'accord, c'est vrai, il faut avoir une étiquette, c'est bien. Je vais essayer de m'en coller une maintenant. Je vais dire de la chanson rocambolesque. Et tout ce que je donne, je l'ai jamais perdu. En gardant ma personne, je récupère mon dû. Tout ce que je donne, je l'ai jamais perdu. En gardant ma personne, je récupère mon dû. Le journal qui revient demain vendredi aux mêmes horaires. Excellente soirée sur notre antenne.